Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Angers, nous sommes au Congrès international du bâtiment durable, Cities to Be, et avec mes deux invités, nous allons parler urbanisme circulaire. À ma gauche, monsieur Alexandre Muche, bonjour. Avec le micro. Bonjour. Vous êtes designer associé de l'agence Vraiment Vraiment. Oui. Vraiment Vraiment, très rapidement. Vraiment, deux mots, une agence de design de politique publique et on travaille beaucoup sur les questions des bâtiments et de leur programmation. Quels usages on va retrouver dedans et comment est-ce qu'on accompagne les acteurs de l'immobilier là-dessus. En face de vous, Sylvain Grisot, bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste et vous avez mis en place un site qui s'appelle Dixit.net, c'est ça? Alors c'est plus qu'un site, hein, c'est une agence. C'est une agence de projet et de conseil sur les enjeux urbains, les enjeux d'innovation urbaine notamment. Voilà, et donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Et tout de suite, là, la question, l'urbanisme circulaire, c'est quoi? Alors, je ne vais pas faire une définition scientifique, c'est loin d'être un concept théorique, c'est vraiment une démarche très très pragmatique. Notre question, notre problème fondamental, c'est la question de l'étalement urbain et de son impact. Et il nous semble que c'est la première des questions qu'il faut qu'on traite par tous les impacts environnementaux, les impacts spatiaux, mais aussi sociaux. Et globalement, on ne s'en sort pas avec des interdictions. Donc nous, on cherche à mettre en avant les vraies alternatives à l'étalement urbain, c'est-à-dire comment on fait autrement que faire globalement une ville neuve sur des terres agricoles en périphérie. Ça veut dire qu'on va réutiliser les bâtiments, repenser les quartiers, mais sans trop les bouger, c'est ça, sans trop déconstruire et reconstruire. Alors, c'est aussi ça, c'est aussi déconstruire et reconstruire, mais quand c'est nécessaire, c'est globalement l'idée qu'on pivote collectivement. On a aujourd'hui 60% de la construction qui est faite finalement en périphérie de la ville, hein, donc on fait essentiellement du neuf en étalement. Et l'idée, c'est qu'on travaille surtout sur la ville existante, déjà avec un certain nombre de bâtiments qu'on peut beaucoup mieux utiliser. Un restaurant universitaire, par exemple, on a un exemple à Paris avec le MabLab qui s'arrête à 14h30, qui se transforme en espace de coworking. On a les exemples de l'urbanisme transitoire qui permet d'utiliser les temps morts de la vie d'un bâtiment, hein, 10% de sa vie globalement, au début, à la fin, et puis en attente de réhabilitation. C'est transformer des bâtiments qui n'ont plus d'usage, vraiment ces transformations lourdes, plutôt que de déconstruire. Vraiment réfléchir à ça, ou construire du neuf qui saura accueillir un deuxième usage. Et puis c'est les cycles de recyclage des friches qu'on connaît, mais qu'il faut aujourd'hui qu'on active très lourdement dans les centres urbains. Voilà, il y a le bâtiment, il y a son environnement, il y a le quartier, et c'est là où on fait de l'urbanisme transitoire. Sachant que dans la vie d'un bâtiment, dans la vie d'un quartier, il y a 3 cycles, c'est ça? Il y en a plein, mais en tout cas, il y en a 3 que vous avez identifiés comme importants. Voilà, alors en tout cas 3 types de démarches. L'intensification des usages, c'est ce que je disais, comment on fait mieux avec ce qu'on a. On utilise plus les bâtiments existants, on a des bureaux qui sont globalement inutilisés, on a des salles de réunion qui servent à rien, on a des écoles qui ne servent pas l'été, etc. Est-ce que ça ne peut pas nous éviter de construire? Si on doit construire un équipement, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir des équipements qui soient multi-utilisation, par exemple une salle du conseil municipal, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi une salle de réunion associative, une salle événementielle, une salle festive? La transformation de l'existant qui serait le deuxième cycle, qui est vraiment cette réflexion sur laquelle on regarde différemment le bâtiment. Oui, il ne sert plus. Donc on a un réflexe, c'est de raser et de faire en neuf. Donc on a, à la fois on va créer du déchet, qui est le déchet de la déconstruction, et puis on va réemployer, on va réutiliser plus exactement des matériaux, de l'énergie pour construire du neuf. Sortons de ce cycle-là si on peut. Et puis on a plein de ressources aussi derrière qui sont inexploitées dans la ville, les espaces de stationnement, les zones commerciales, etc. etc. Voilà, donc intéressons-nous à ce qui existe. Avant tout, puisque ce qu'on fait depuis globalement une 50aine d'années, c'est d'étaler la ville, d'espacer finalement les usages, et donc de rendre les gens dépendants de la voiture. Avant de faire quelques bâtiments neufs exemplaires, faisons de façon générale une ville qui est vraiment pertinente d'un point de vue environnemental. Eh bien, on va voir comment on fait. Enfin, j'espère. Vous avez un exemple à nous montrer, ça se passe en Belgique, à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en place et comment on fait cette démarche justement d'urbanisme circulaire sur la base de cet exemple?
Alors, j'ai peut-être pas une recette à proprement dit, et puis je pense que... C'est pas une comme on recette, disait- c'est un exemple. L'idée, c'est de montrer que c'est possible, en fait. Alors, ce qu'on va montrer, et là, j'ai la chance de pouvoir montrer un projet qui a 2 ans et du coup qui commence à faire la démonstration de ce cycle qui serait plus vertueux. C'est un projet dans le quartier nord de Bruxelles, qui est un quartier d'affaires, construit dans les années 80, et au fond qui souffre déjà d'une forme de désuétude. Désuétude parce Voilà, que donc monofonctionnalité. 40 ans, un peu plus de 40 ans, et c'est déjà désuet. Exactement, c'est déjà C'est quoi, désuet. c'est du bureau, C'est essentiellement et quasiment exclusivement du bureau. C'est des tours de grande hauteur. On est sur du 20-25 étages. Et un quartier qui souffre à la fois de monofonctionnalité. C'est un quartier où il n'y a que du bureau. Une ambiance à 17h, il n'y a plus rien qui vit dans ce quartier-là. Et un quartier qui souffre aussi d'une image auprès des Bruxellois qui font qu'ils ne se l'approprient pas. Et le projet qu'on a proposé, ça a été au fond, avec l'association Up for North, de proposer, qui est une association qui regroupe l'ensemble des grands propriétaires et promoteurs sur le quartier, de proposer un programme d'occupation temporaire et d'urbanisme transitoire sur ces bâtiments, qui sont très particuliers. C'est des tours de grande hauteur, des objets très techniques en termes de flux, et qu'on pouvait au fond tester des nouveaux usages dans ces bâtiments. voilà, ce sont des bâtiments vides. Et l'idée, c'est de se dire, avant de penser à leur destruction, avant de les déconstruire, imaginons comment ils pourraient être utilisés. Exactement. Alors c'est un peu ce qu'on voit à l'écran. On a un bâtiment qui a été pensé pour un mono-occupant en termes de flux, en termes de découpage des plateaux, en termes de noyaux. Et au fond, on fait la démonstration que notamment qu'une mixité. Comment est-ce qu'ici, pendant 2 ans, une quarantaine de structures, des PME, des associations, une grande université vont occuper cet espace. À quel point, dans l'état actuel, il fonctionne? Est-ce qu'on peut faire légèrement pivoter des choses? Est-ce qu'on fait une architecture frugale? Et cette démonstration, elle marche. À un moment, on a 400 usagers qui quotidiennement viennent dans le bâtiment, le transforment, font la démonstration qu'on peut avoir des espaces communs partagés entre plusieurs occupants. Et tout ce process au fond d'expérimentation, qui est plutôt une sorte de droit à l'erreur qu'on se donne sur l'architecture et la programmation, c'est ça qui a permis de vraiment faire basculer le projet. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'en est-il de ce projet ? On a fini la période d'expérimentation d'urbanisme transitoire, et donc vers quoi on va ? Alors, le projet, du coup, l'occupation temporaire s'est terminée il y a 6 mois, fin décembre 2018. Et là, on rentre, le permis a été déposé, le projet est lancé. C'est le projet ZIN que je montrerai juste après, qui au fond prend ces 2 tours grande hauteur, les fusionne et retient un certain nombre de grandes hypothèses ou de grands tests qu'on a testés pendant cette occupation temporaire. Le premier, c'est cette mixité verticale, de dire qu'au fond, c'est une mixité qui est faisable pour peu qu'on fasse attention à un certain nombre d'espaces communs, de modalités de flux. Et l'autre, c'est cette idée qu'on a au fond un noyau et une structure du bâtiment qui n'était pas si mauvaise que ça. Qu'il y avait plein de très bonnes choses qu'on a vérifiées en les utilisant et qu'elles pouvaient être gardées plutôt que déconstruites. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, mais je trouve que c'est un excellent exemple du cœur de la démarche, à mon avis, qu'on appelle nous urbanisme circulaire, c'est de dire déjà on a des temps morts, donc on vient les exploiter, mais on n'est pas là sur le parti pris d'un usage transitoire et après c'est fini. C'est cet usage transitoire qui permet finalement de créer le futur du bâtiment. Oui, ça va un peu plus loin. Hein. L'idée, c'est on a un usage transitoire qui nous a donné des idées. On a vu comment les gens étaient capables d'accaparer le bâtiment, en fait, hein, de se l'approprier. Voire même, c'est eux qui démontrent que la façon traditionnelle, c'est-à-dire on rase tout, on recommence, est pas suffisante et qu'elle n'exploite pas suffisamment l'intelligence de ce bâtiment-là, y compris les intelligences structurelles. Et donc, on a mobilisé finalement du temps, de l'expérimentation et de l'intelligence plutôt que de faire tourner des pelles mécaniques et de couler du béton. Donc, certes, on a une intelligence environnementale, mais on a surtout beaucoup de créativité. De la créativité, de l'intelligence environnementale, et est-ce que vous avez fait une mesure de ce qu'on a économisé en carbone, par exemple, puisque c'est un peu à la mode quand même en ce moment? Alors, je n'ai pas les mesures sur le carbone parce que les études sont en train justement de regarder en cours de projet qu'est-ce qu'on économise. Il y a quand même un grand chiffre qui sort, c'est que entre la structure qui est conservée et le cycle des matériaux qui est proposé par l'agence d'architecture 51N4E, on a sur un chiffre autour de 90-95% de matériaux réutilisés, alors sur site
ou dans le quartier. Il y a plusieurs flux sur ces matériaux-là. Mais globalement, on est effectivement sur une empreinte carbone assez réduite du fait de cette conservation des matériaux. Voilà, réutilisation et réemploi. Hein. Soit on le réemploie sur place, soit on le réemploie ailleurs et on utilise pour d'autres fonctions. Et en plus, ce que je constate sur les plans, c'est qu'on densifie. Donc on a plus d'usage du sol, finalement, de la même emprise. Et en plus, la mixité, c'est-à-dire logement et bureaux, fait que, par exemple, les halls d'escalier ou les équipements techniques vont être utilisés en journée, comme c'était le cas, mais aussi le soir, donc sur une durée beaucoup plus longue. Donc on a aussi une intelligence d'usage. Voilà, on a un bâtiment qui sert 24 heures sur 24, qui est utilisé 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ce qui pourrait être une forme de normalité, finalement. Et ce qui devrait être une forme de normalité. Donc on relie les deux tours, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir entre ces deux tours ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, une des contraintes qu'avaient les tours avant, c'était une hauteur sous plafond un peu compacte, qui du coup ne convenait plus vraiment au standing de la façon dont on vend l'immobilier actuellement. Et la partie du bâtiment qui relie les deux tours propose sans cesse une double hauteur. Ce qui est extrêmement intéressant, ça veut dire que tout d'un coup, on fait avec les hauteurs existantes sur une partie du bâtiment. Et en échange, on offre des doubles plateaux, quasiment 6 mètres sous plafond, qui permettent des usages très étonnants. Sur du bureau, qu'est-ce que ça veut dire d'être sous un grand volume ? Quel type d'usage on peut amener ? Quel type de coworking ? En tout cas, il y a une vraie intelligence, et là je renvoie vraiment au travail des architectes, sur le fait qu'on peut réutiliser des choses, même désuètes, en les ajustant, et ensuite rajouter les bonnes briques qui font que ces espaces redeviennent désirables et attirent une variété d'acteurs et d'occupants. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Moi, je me pose la question de est-ce que justement, quand on travaille, pour le travail des architectes et finalement de nous tous, est-ce que c'est pas beaucoup plus créatif de travailler sur l'existant ? Ça nous pousse pas justement à la créativité ? Ce type d'espace, j'en ai pas entendu parler aujourd'hui sur une offre tertiaire. Voilà, ça va être extrêmement différenciant et finalement, c'est induit par l'existant. Là-dessus, je pense que l'exercice effectivement qui invite l'architecte et globalement toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage à dire au fond, gardons les bonnes recettes, parce qu'il y a des bâtiments, alors on peut effectivement faire le constat que le quartier est désuet. Néanmoins, il y a plein de bonnes choses dans ce quartier. Il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a à certains endroits des relations à l'espace public qui fonctionnent bien, il y a des belles idées, des beaux paysages qui se créent à ces endroits. De faire travailler le projet sur qu'est-ce qui a bien fonctionné et gardons-le, je pense que c'est une des clés de recette de la fabrique de l'immobilier futur. Observons ce qui n'a pas très bien fonctionné. D'une manière provisoire et transitoire, regardons comment ça peut fonctionner et ensuite on applique ce qui est ce qu'on a révélé par un usage transitoire, c'est ça ? Exactement. Et je pense que c'est ce qui manque dans l'immobilier. On construit des choses lourdes, des choses qui à un moment nécessitent des sûrs, et on ne donne pas assez un droit à l'erreur. C'est ça enfin un peu que l'occupation temporaire donne à l'immobilier. C'est au fond une sorte de petit temps dans lequel le droit à l'erreur revient, et surtout une capacité à expérimenter des hypothèses vraiment innovantes, vraiment disruptives. Ce sera le mot de la fin. Très bien. Moi, ce qui me semble important là, c'est qu'on voit que c'est possible. Et on a un bon exemple sur un site, sur un bâtiment qui est très significatif. Qui est très marqué par son époque. Certes, mais aussi positivement parfois. On a énormément de bons exemples. On a des pionniers partout, des pionniers qui font des opérations expérimentales de réemploi, des recyclages de friches, des opérations de déconstruction vertueuses, de dépollution, de l'intensification d'usage, etc., etc. Globalement, l'urbanisme circulaire, il n'est pas inventé, il existe déjà. La vraie question qu'on a aujourd'hui, c'est comment on transforme des expérimentations par quelques pionniers dans le quotidien de la fabrique de la ville et comment globalement l'ensemble de la machine de production de la ville, elle vient se concentrer sur la ville existante, son intensification. Et là, ça montre bien aussi que c'est une ville qui est d'autant plus plaisante et intéressante à faire. Merci. Merci beaucoup donc d'être venu nous parler d'urbanisme circulaire et puis de nous avoir présenté un beau projet. Quand est-ce qu'il sort de terre ? Enfin, qu'il sort de terre. Quand je pense sera l'inauguration. Sous 3 ans ? Dans 3 ans. J'ai pas de date précise. Vous n'avez pas de date, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Une émission à retrouver donc sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire Cities2B. Merci à vous.